Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 62 du Brap Show en partenariat avec MGT Design et MGT Design Racewear. À mes côtés, comme chaque semaine, Mr. Brap, Clément. Et merci à tous. On a atteint les 500 abonnés sur YouTube, ça fait très plaisir. S'il y en a parmi vous qui nous suivent un petit peu toutes les semaines et qui n'êtes pas encore abonnés, s'il vous plaît, faites-le, ça nous aide. Et encore une fois, merci. On va parler bien évidemment du Supercross de Houston. On va anticiper le Supercross d'Arlington. On va parler de la piste, on va parler de la cabane de Tomac, de Sexton qui perd l'avant et tout ça et tout ça. Mais juste avant, quand même, une petite flash news. J'ai entendu il y a quelques minutes sur le Pulp MX Show parce qu'il y avait James Stewart sur le Pulp MX Show. Et grande nouvelle, il a dit qu'on devrait le voir sur une moto cette année. Ok, Donc l'honneur. ça, un petit reel Instagram, je sais pas, mais ça serait très cool. Et tu sais ce que je me suis dit ensuite en cogitant, parce que c'est tout le temps en train de cogiter dans ma tête, je me suis dit, si ça se trouve que en fait, le James, ben, c'est lui peut-être qui sera sur la vidéo d'inauguration. Tu sais, Kawa, ils sont censés sortir une 125 depuis, je crois qu'ils ont peut-être 6 mois de retard maintenant. Ils sont censés sortir une 125 ou une 150 de temps. Et je me suis dit, ça se trouve qu'ils vont faire un gros coup de com avec James Stewart dessus. Bon, il sera pas en tenue Fox, à mon avis, il sera en tenue Seven, mais tu sais, genre, avec le numéro 259, peut-être, faire un whip, un scrub. Et ce serait ouf, hein. Ou si ça se trouve, moi ça cogite dans ma tête. En fait, depuis toutes ces années, depuis 2016, le gars il s'entraîne et là il va revenir pour faire la côte Est en 250. Ça se pourrait, mais alors dans le Bob Show, il a dit qu'il avait déjà aucune envie d'affronter Carson Brown en un contre un sur les vidéos qu'il fait sur YouTube, sur un seul tour au chrono. Donc là, je suis pas sûr. Ah, bon, ok. Mais peut-être. Et puis il est censé commenter Daytona, donc c'est une épreuve de la côte Est. Donc là, non, c'était une bonne idée, mais j'y crois pas trop. Bon, sinon, plus sérieusement, Clément, Houston est passé. Le terrain, j'entends beaucoup critiquer le terrain comme quoi il était facile. Moi, j'en sais rien, j'ai jamais fait de supercross. Euh, mais j'ai trouvé que déjà au press day, j'ai vu qu'ils avaient rajouté du sable sur la piste. J'ai pas compris. J'ai trouvé ça hyper bizarre. Au final, les conditions pour pour la course étaient, j'ai trouvé bien. Évidemment, la piste était sèche, la terre était dure. C'est des choses qui arrivent, surtout quand tu es au Texas. Mais j'ai trouvé que la piste était bien. C'est vrai qu'une fois que ça s'est défoncé, ça a créé plus d'erreurs et de meilleures courses. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah ouais, facile, moi je trouve pas spécialement du coup parce que on a vu justement plusieurs dépassements en fait sur des pilotes qui se ratent et ce qu'on voit pas spécialement souvent. Je sais que justement il y en a qui aiment bien ça justement que la piste soit technique et qu'elle permette en fait qu'il y ait sur justement certains moments des erreurs qui soient là et qui permettent du coup des dépassements. Moi, j'avoue que je préfère quand ça se dépasse dans le virage avec un petit bloc pass, mais ouais, non, à plusieurs reprises, mais notamment sur le trip là qui revenait après l'épingle à droite quand ils avaient recoupé la ligne de départ. On a vu beaucoup justement parfois galérer ou alors s'ils tentaient le dépassement dans l'intérieur, c'est le cas de Thomas à un moment donné, ne pas réussir à faire l'enchaînement justement trip-triple et ça les faisait perdre beaucoup de temps. Donc, ouais, en soi, j'ai pas trouvé. Je pense que les whoops étaient simples parce que ils étaient bas et que ça allait très très vite dedans. D'ailleurs, je trouvais que justement sur la première des 250, ça allait super vite devant. Là, c'était assez impressionnant. Et même justement des petits whoops comme ça, des fois tu te dis rien que des trous au freinage, ils sont pas aussi gros que ça et on se lance pas aussi vite. Donc non, ça allait très vite. Mais et puis aussi original, je trouve cette entrée dans les whoops. Tu vois, au début, j'étais un petit peu mitigé. Je me dis, oh, pas un vrai virage, une vraie épingle et tout avant des whoops, je sais pas. Et puis au final, bah, c'est pareil. Ça pouvait, quand il y a eu l'ornière à l'intérieur, là, un peu la trace en tout cas qui s'est dégagée dans l'inter, ça a créé des opportunités de dépassement. Et tu te demandais un peu justement, ça faisait un peu comme une double trajectoire. Tu te demandais un peu qui allait ressortir à la fin des whoops en fait devant avec celui qui prenait l'extérieur, celui qui prenait l'intérieur. Donc non, moi j'ai trouvé un petit peu d'originalité et puis en soi, voilà, des erreurs sur le circuit. Donc c'est qu'il n'était pas si simple que ça non plus, quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que sur la deuxième séance d'essai chrono, je vois qu'ils étaient 13 à être dans la même seconde. Donc, c'est vrai que la piste aux essais permettait peut-être pas autant de différence. Mais puis, on a vu. C'est vrai qu'en première manche, avec Thomas qui était mal parti, j'ai trouvé que la piste était pas évidente pour doubler. Mais au final, vu que ça provoquait quand même facilement des erreurs, bah, ça permettait des dépassements, rien qu'en mettant un peu la pression au pilote de devant, en s'appliquant bien. Puis ouais, parfois tu bénéficiais d'une erreur pour te mettre côte à côte ou aller plonger dans l'intérieur. Donc moi, j'ai trouvé qu'au final, la piste fonctionnait bien. Comme tu as dit, les whoops étaient peut-être plus bas. On a vu que ça permettait quand même de faire des différences.
Donc tout ça c'était très bien. Et donc on en parlait la semaine dernière qu'il n'y avait pas de gros trip sur la piste d'Anaheim, que ça avait été un double. Donc là on le savait, cette semaine le trip c'était censé être l'arrivée, et comme à San Diego ils l'ont transformé en double. Et la semaine prochaine à Glendale, il n'y a pas de triple non plus déjà de prévu sur la piste, parce qu'il y a déjà au moins un gros double qui repasse par-dessus le premier virage, et il y a même moyen de faire un deuxième gros double, mais là c'est en sortie d'enchaînement, donc ça va être un petit peu en fonction de ce que les pilotes font avant. Et je trouve ça assez intéressant parce que j'ai regardé un petit peu à nouveau les plans de piste pour les courses qui restent. Et donc, bah déjà, ça fait 2 ou 3 plans de piste où il n'y a pas de gros triples. On en parlait. Donc ça, à mon avis, c'est pas vis-à-vis de la sécurité comme on en a parlé à Anaheim 1. Il faudra qu'on attende Arlington où il y a à nouveau un gros triple de prévu pour voir s'ils le font en double comme à Anaheim ou s'ils reviennent sur les triples comme ça. Mais je me demandais si le fait de mettre moins souvent de gros triples, c'est pas pour avoir un temps autour ils essayent de le rallonger. Peut-être qu'ils essayent de rallonger un peu le temps autour. Je ne sais pas si faire un gros triple, ça prend moins de temps que de faire un enchaînement pour les pilotes, je veux dire, à passer. Mais je me suis posé la question. Ouais. Bah, en soi, s'il le remplace du coup par un gros double, c'est un peu kiff-kiff, voir si le double, après je sais pas en termes de mesure, s'il est plus long, moins long, s'il passe plus de temps en l'air que sur un triple ou pas, tu vois, sur la semaine dernière, et là pareil sur le double d'arrivée du coup par rapport à un triple. Mais ouais, je pense que s'il le remplace par un gros saut comme ça, je pense que c'est plus voilà, niveau sécurité pour éviter effectivement de faire que deux et pas sauter, et du coup d'éviter de se faire atterrir dessus ou les accidents justement sur les triples, plus que pour le temps autour. Ouais, mais je parlais plus vis-à-vis de la piste de San Diego et de celle de ce week-end où il y en avait, tu vois, le seul triple qui était prévu, c'était le saut d'arrivée, où ils combinent un peu les deux. Et aussi Glendale la semaine prochaine, où tu auras juste un gros saut qui passe par-dessus le premier virage. Mais tu vois, par exemple, là, ce week-end, quand ils revenaient sur la ligne de départ et que tu avais le petit double juste avant le virage, l'épingle à droite, et là, ils revenaient, ils faisaient triple-triple avant de à nouveau traverser le premier virage. C'est un endroit où ils auraient facilement pu caser un triple, un gros triple comme ils ont souvent eu l'habitude de le faire. Ils le font pas, et donc c'est là où tu vois, je me dis par exemple, est-ce qu'à cet endroit-là, si tu mets un gros triple, c'est un plus gros saut, mais en même temps il y en a qu'un, est-ce que ça va plus vite que peut-être qu'ils auraient pu faire un petit double et un gros triple, tu vois? Est-ce que ça va plus vite pour les pilotes que de faire l'enchaînement qu'ils ont fait? Puis il y aura aussi moins souvent d'erreurs. Quand ils font une erreur, c'est vrai que ça les ralentit aussi. Donc ouais, c'est un petit peu la question que je me suis posée. Ouais. Je crois pas, Euh, mais ouais. et à noter, non mais voilà, je me pose des questions après, Mais justement, t'as raison, pause, hein. ton avis m'intéresse justement, et voilà, peut-être que je suis à côté de la plaque. Bah, c'est surtout que je me Euh, dis que dans ces cas, ils l'auraient fait sur le saut d'arrivée, tu vois. Si c'était juste une question de temps, effectivement, bah, ils le mettent pas dans le circuit, mais le saut d'arrivée qui est toujours un double, bah, tu le doubles ou tu le mets en triple et la distance est plus ou moins la même, tu vois. Ou même si justement la distance est un peu plus grande, il passe plus de temps en l'air que sur le double d'arrivée. Donc effectivement, ça rallongera un petit peu. Moi, je pense que c'est vraiment question sécurité qu'ils essayent d'écarter justement ce risque de faire que double et de se faire atterrir dessus quand il y a le mec derrière qui fait le triple. oui, mais ce que je te dis, c'est que sur le plan déjà de base, qu'ils ont fait il y a 3 4 mois, il n'y avait pas de triple sur cette piste, tu vois. Le seul triple, c'était l'arrivée. Oui. Alors que souvent, on avait le saut d'arrivée, c'est un double, c'est un gros saut, et ensuite, tu as un triple en plus quelque part sur la piste. Ouais, mais après, c'est déjà arrivé les années précédentes, le saut d'arrivée en triple. C'est plus Oui, rare, oui. mais c'est déjà arrivé. Et si là, du coup, ils l'ont pas mis du tout, je pense que maintenant, ils essayent de faire une croix en fait sur les triples, comme avec leurs règles sur les whoops où ils avaient réduit à 9 pour limiter les accidents. Ouais. Bon, on en reparlera avant le Supercross d'Arlington, mais pas de whoops sur le plan de la piste du Supercross d'Arlington, qui sera un triple crown. Ah, Justin Cooper, il se frotte les mains. Qu'est-ce qu'on en pense en tant que spectateur d'une piste de Supercross sans whoops en plein milieu du championnat de Supercross? Ouais, s'il y en a qu'une à la limite, pourquoi pas? Voilà, ça en fait. Moi, j'aime bien un peu, tu vois, un peu de diversité, d'originalité, donc pourquoi pas? Après, ça manquera quand même un petit peu, donc c'est bien si la semaine suivante il y a de nouveau des whoops, ça ne nous aura pas manqué trop longtemps, ça va créer le manque justement, mais à la fois, ouais, je me dis que oui, c'est une des particularités quand même du Supercross, mais pas que. Enfin, c'est quand même des enchaînements serrés avec peu de bouts de ligne droite. Enfin voilà, il y a plein d'autres caractéristiques à la piste de Supercross qui la différencient d'une piste de motocross. Donc si sur une piste il y a pas de whoops, bon, ça me manquera un petit peu, mais je vais pas en faire tout un flanc et je vais dire d'accord. Et la semaine prochaine il y en aura d'autres. Par contre, si tu me dis il y en a 2, 3, 4 où t'enlèves les whoops, là, je vais monter au créneau là. Moi, j'ai un petit peu peur quand même que celle-ci ce soit un test pour voir un petit peu comment c'est reçu, et faire plus de pistes sans whoops l'année prochaine.
Bah, je sais pas, parce qu'au final, tu vois, il y a pas énormément de chutes dans les whoops. Au final, ce week-end-là, j'ai pas le souvenir, j'en vois pas une. Et J'en ai pourtant, vu une à la toute fin de Race Day Live, là, quand ils sont en train de dire au revoir et que tu vois le tableau. Tu vois à l'arrière-plan, je crois que c'était les jeunes qui repartaient pour leur deuxième séance d'essai chrono et il y en a un qui s'est tollé à la fin des hoops. hmm. Mais je Parce- sais pas s'il s'est fait mal ou pas par contre. et tu vois, et au final, est-ce que, tu vois, moi je me demande si c'est pas plus dangereux au final des petits whoops, mais dans lesquels ils vont super vite là, comme c'était le cas ce week-end, que des gros whoops qui te ralentissent et que tu galères au final, tu vois, peut-être à dribbler quoi à la fin, ou un peu comme quand tu vois les 125 dribbler à Paris. C'est des fois ça commence Hmm. pour les meilleurs, ça commence à dribbler, puis après ça pioche un peu, tu finis par sauter. Enfin voilà, tu galères. Donc peut-être des gros whoops comme ça, tu vois, où ça va moins vite. De toute façon, c'est sûr, ça, on l'apprend au code, hein, que la vitesse, le plus Tu... tu vas vite, plus c'est dangereux, plus en général la chute fait mal et il y a de risques de blessures. Donc ouais, moi je suis assez surpris aussi de ces petits whoops et quand même sur une assez longue ligne. Là, il y en avait 10 ce week-end, donc une de plus. Et ça allait très vite dedans. Et je me dis, tu vois, ça me fait penser comme bah, une ligne droite, justement, t'es pleine balle, tu rentres dans des trous au freinage, droite-gauche, t'es éjecté, ça peut, je pense, faire plus mal, encore une fois, que des gros whoops, même un peu plus longs, justement, dans lesquels, au final, ça va te ralentir et qu'à la fin, bah, tu seras plus juste sur les crêtes à aller à je sais pas combien de kilomètres heure dedans, quoi. Ouais, je pense que ça peut être pris de deux façons et que sur certains aspects, c'est moins dangereux, sur d'autres aspects, ça l'est plus. Parce que tu vois, des petits whoops comme ça, si tu en rates une avec la roue avant, tu passes pas forcément directement par-dessus le guidon, donc On a ça vu pardonne un Justin petit peu Cooper, hein. plus. Je sais pas Ouais. si tu as vu Justin Cooper à un moment donné, je crois que c'était Roxanne qui était derrière lui, ça doit être la dernière, où Roxanne essaye de le doubler justement. Il driblait du coup ces whoops-là, mais à un moment donné, ça pioche complètement l'avant qui plante dedans et tu le vois que faire comme ça, mais en dribblant, tu sais, genre boum, boum, ça va devant, ça en saute une, etc. En catastrophe, et effectivement, la moto, il est resté en ligne et ça l'a pas chahuté et ça l'a pas mis par terre. Donc c'est sûr que là, sur des plus gros whoops, je pense que ça finissait par terre. Donc effectivement, ça pardonne plus aussi, mais à la fois, je me dis, voilà, après, ils n'avaient pas l'air de se détériorer de beaucoup non plus, parce qu'on n'a pas vu de très grosses ornières dedans, même si j'ai le souvenir aussi de Roxanne qui à un moment donné fait un peu du droite-gauche Ouais. dedans, donc il Il devait faisait quand un même. petit peu un V, je crois, quand même, Hmm, vers la fin, mais la terre avait l'air vachement dure, donc ouais, ça a pas fait plein de petites ornières ouais. ou de petites coupes, comme ils appellent ça, qui les ont défoncées. Mais donc, ouais, et puis par contre, c'est vrai que t'entres plus facilement vite dedans, que même les moins bons vont plus vite dedans, et donc là, bah, ça peut aussi favoriser plus de chutes comme ça, mais donc, ouais, je pense que c'est. Il y a du bon il y a du pour et du contre, quoi. Bon, sinon, Houston, on avait parlé la semaine dernière de notre analyse après trois courses. Donc, on avait dit Tomac est celui qui est le mieux placé quand même pour gagner ce titre, qu'au final, Hunter est plus une menace que Sexton. Est-ce que quelque chose a changé avec Houston ou est-ce qu'on reste avec la même opinion? Non, ouais, je suis assez d'accord. Bah, ça n'a pas bougé, hein. Sexton qui nous fait une Sexton en perdant l'avant dans un virage et qui a montré Tu du l'as coup senti du. l'homéostasie quand tu as vu ce replay ou pas? Oh, ça m'a gavé. Mais je sais pas, moi je comprends pas, tu vois, j'ai l'impression, là j'ai l'impression d'avoir le savoir, tu vois, j'ai l'impression que j'ai juste à lui passer un petit coup de fil et lui dire, mec, tu fais ça tout le temps, partout. À un moment donné, comprends la physique humaine sur laquelle, enfin, t'es pas sur la Lune, là, t'es sur la Terre, ça fonctionne comme ça. Il est peut-être temps de l'analyser et de le comprendre, tu vois. Ça lui arrive trop souvent de mettre trop de confiance justement dans son avant comme ça et de perdre l'avant. Ouais, je sais pas. Ou alors après, peut-être qu'on va plus loin encore dans les connexions neuronales ou je sais pas. Peut-être qu'il y a une connexion qui s'est pas faite chez lui d'analyser justement la Terre. On parlait justement d'un Jet Lawrence qui était capable d'analyser et très rapidement la piste pour justement être capable de compenser à un moment donné où la moto va partir dans un sens, dans l'autre, ou une ornière qui se casse ou un truc comme ça. C'est vrai que peut-être que tout le monde ne l'a pas forcément ouais, après moi j'ai quand même, je pense que en étant un peu plus concentré, parce qu'encore une fois, même celle qui gagne la semaine dernière, je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu sketchy, où ça glisse un petit peu, où c'est à la limite, et donc il y a des fois où bah ça va, ça passe, et d'autres fois où non, du coup ça passe pas, et c'est dommage parce que cette deuxième ça le plombe quand même. Là je vois qu'il fait 9e en deuxième manche. Ça. Et puis encore une fois aussi au départ, je sais pas si tu as vu, je sais plus laquelle c'est, la dernière je crois, qui manque de taper la grille.
C'est J'ai avec la, entendu dire, mais j'ai pas vu, non. bah, avec la vue aérienne, tu le vois là, il est au milieu. T'as celui à côté de lui qui s'apprête à partir. Ben lui, il se fait tomber à chaque fois, il se fait cheb. Donc, et étrangement, l'année dernière, quand Webb faisait ça, justement, qu'ils étaient tous les deux en lice pour le titre, que Webb lui a fait exprès, il n'est pas tombé dedans. Donc je sais pas, Non. peut-être que le garçon, tu vois, il est plus concentré quand on arrive à la fin, et parce que effectivement, tu vois, il en gagne beaucoup l'année dernière. Alors peut-être un peu moins de concurrence, mais ça se trouve c'est un garçon qui fonctionne en fait à la pression, mais à la pression réelle, parce que on parlait qu'il se mettait peut-être trop de pression en début de championnat, où bah voilà, maintenant c'est je dois gagner, Jet n'est pas là, je suis censé être le deuxième plus rapide, là, en tout cas de sûr, donc c'est à moi, c'est mon année, etc. Donc tu vois, peut-être qu'il se mettait, il s'infligeait une pression qui n'avait pas lieu d'être en étant la première sur 17. Enfin voilà, l'idée c'est tu fais un top 5 déjà, c'est bien, t'as pas besoin d'en faire beaucoup plus. Que arriver à la fin du championnat, quand il t'en reste que 4 et que tu es obligé de les gagner pour gagner le championnat, il y a une réelle pression qui est là, et là c'est pas toi qui as ton destin entre les mains. Mais moi, je Et pense qu'il a moins de pression dans cette situation-là. ben voilà, c'est ce que je dis en fait, c'est que il est peut-être, donc quand je dis il arrive mieux sous pression, Oui. c'est au final c'est il gère cette pression là, et effectivement il y en a qui sont plus à l'aise déjà, enfin comme un Cooper Webb, je pense que c'est un garçon qui gère très bien la pression, parce qu'il est souvent justement dans des positions que ce soit pour gagner une finale ou pour gagner un championnat, qui est très stressante, et il s'en sort toujours très bien, et souvent mieux que les autres d'ailleurs. Et je me dis que Sexton, ça se trouve c'est un peu ça, c'est quand il arrive justement à la limite, et que bah là il y a plus le choix, faut que tu les gagnes, etc. C'est là qu'il performe le mieux, qu'il fait moins ses erreurs d'inattention comme ça, parce que la grille, je veux dire, mais encore une fois, l'autre il fait comme ça et il y va, t'es concentré sur le mec à côté de toi ou sur la grille. Tu vois, et normalement, quand tu as un focus sur une chose à 100%, tu ne peux pas te focaliser sur autre chose. Donc c'est qu'il n'est Hmm. pas assez concentré sur sa grille à ce moment-là, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il doit faire partie de ces pilotes qui ils regardent, tu sais, mais de toute façon, ils se disent dès qu'il y a un truc qui bouge, j'y vais, tu vois. Ouais. Bon, et du coup, il a vu un truc bouger, il a voulu y aller, tu vois. Puis après, il se fait oh oh. Et Je sais heureusement, là, pas, hein, mais du coup, j'imagine. peut-être maintenant, il arrête peut-être de se coller de trop à la grille, il se laisse une petite marge, tu vois, parce que Mhm. on le voit quand même y aller, et reprendre le frein et repartir après, mais du coup, il part comme s'il était parti en deuxième ligne, quoi. J'étais surpris, c'était en voyant la vue aérienne de la troisième manche 250, je crois. T'as le drone qui est au-dessus des pilotes derrière la grille avant qu'elle tombe. Et tu vois que tu as des pilotes qui sont quand même vachement reculés parce qu'ils ont Mhm. en plus un petit truc pour au bout du rail qui leur limite. Bon, il n'y a personne qui va jusque-là, mais tu voyais Mosiman par rapport à Digan, par exemple, qui est peut-être 30 centimètres derrière, tu vois. Et je me dis, Mhm. mais comment tu peux espérer partir devant lui si déjà tu te mets 30 centimètres derrière là, si vous avez le même temps de réaction, t'as perdu. Mhm. C'est trop Ouais, non, bizarre. moi aussi j'étais surpris qu'il y en ait qui. Je crois que c'est Freeze aussi qui part assez loin de la grille, et pourtant, étrangement, enfin, bon, pas là cette année en 450, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que souvent quand même, il réussissait à partir devant, Hmm. et j'ai trouvé aussi qu'il partait loin, et j'en ai vu d'autres, ouais, effectivement, partir un peu plus loin comme ça, j'étais surpris. Ouais. Sinon, on parlait de Sexton, ouais. Ouais, il a perdu. Enfin, non, il s'en sort bien parce qu'effectivement, il aurait pu perdre gros si Hunter ou Tomac gagnaient. Au final, Tomac, donc on l'a dit juste avant, toujours favori dans notre esprit, mais il a quand même failli voir la fin de son championnat en deuxième manche. C'était très chaud. Donc bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais je pense que tout le monde est au courant maintenant, hein, il a appuyé sur son frein arrière à l'atterrissage et en redécollant surtout. Oh, t'y crois pas toi? Non, moi j'aimerais bien, tu vois, j'ai pas vu là de vidéo d'un autre plan. Sur celle qu'on voit, on voit pas ce qu'il fait avec son. On est légèrement sur la droite, donc on voit plus son pied gauche que son pied droit. Et ouais, moi ça me paraît bizarre. Moi je me demande si c'est pas plus la moto qui a eu un trou, tu vois, à ce moment-là. Pareil, après ils disent du coup en dernière manche, il est parti avec l'autre moto. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris Ouais. ce qu'il disait, parce que au cas où il y ait des choses qu'on n'ait pas vues sur la moto, des dommages, enfin une casse ou Non, quelque parce chose. qu'ils ont dit qu'elle était abîmée de la chute la première, et Oui, donc il y a la bon, selle qui s'est un peu déclipsée, ouais. ils l'ont retapé et tout, mais ils se sont dit pour pas prendre de risques, on va prendre la deuxième moto quoi. Ah, je sais pas. Je sais pas, moi Bah, je tu me penses pas demande. qu'il l'aurait dit ou qu'au pire il aurait dit bah, comme Plessinger la semaine dernière, j'ai pas compris, j'ai fait comme d'habitude et la moto elle a piqué du nez, tu vois. Bah non, parce qu'au bout d'un moment, enfin, ça commence à faire bizarre, quoi. J'ai pas compris, j'ai tout fait comme d'habitude. J'ai pas fait d'erreur, moi, j'ai pas appuyé sur le frein, j'ai rien fait, et la moto elle est partie en avant. Bah voilà, enfin, au bout d'un moment, on n'est pas bête non plus, quoi, tu vois. Donc ouais, je sais pas, moi je me dis, parce que comme voilà, il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles, tu vois, ils Puis veulent pas. je pense qu'il aurait été beaucoup plus énervé si ça avait été ça, tu vois, s'il y était pour rien,
que là, bah, il se rend compte qu'il a fait une erreur bête et il est chanceux de s'en sortir et ça va, tu vois. Mais je pense que s'il avait frôlé la catastrophe comme ça et que c'était même pas de sa faute, il aurait les boules, il aurait été quand même un petit peu moins léger sur le podium, à mon avis. Mais bon, je peux me tromper. Ouais, je sais pas. Moi, ça me paraissait un peu bizarre. Je me suis dit, c'est peut-être la moto qui a coupé plutôt. Et puis, comme c'est souvent, tu vois, quand il y a des soucis et tout, ils en parlent pas trop. Enfin, les soucis d'amortisseur, au final, bon, parce qu'il y a des petites fouines et tout qui arrivent à choper les infos, t'arrives à savoir. Mais c'est vrai que eux, ils en parlent pas trop et Hmm. ils vont rarement dire la moto il y a un problème. Et voilà, à part quand c'est une casse mécanique et que tu vois que la moto, elle avance plus, qu'elle fume, bah, ils ont pas le choix de nous dire que la moto, elle a eu un problème à ce moment-là, tu vois. Mais sinon, au-delà de ça, c'est vrai qu'ils essaient toujours de camoufler un peu. Et moi, je trouvais ça un peu étrange. Puis même la façon dont la moto. Bon, je manque un peu d'expérience sur les chutes en par l'avant, tu vois. Mais la façon dont la moto part sur l'avant et tout, tu vois, je sais pas, je me dis, il était quand même vachement sur l'avant. Après, il était court. Quoi qu'il arrive, tu vois. Mais ouais, la moto a quand même pas mal piqué sur l'avant. Donc, si tu as appuyé sur le frein arrière, mais sur la pelle, tu vois, un peu trop sur le frein arrière, parce qu'il freinait en arrivant sur cette bosse-là, tu vois, et que tu appuies un peu trop sur le frein arrière, mais dans la pelle, bah, je vois pas la moto partir autant en avant, tu vois. Quand tu prends le frein arrière en l'air, Mais oui, la je moto pense que part en c'est avant. parce qu'il avait sa position sur l'avant de la moto comme s'il allait avoir le petit coup de pouce, tu vois. Hmm. Mais sauf que cette fois, il n'avait pas le petit coup de pouce, donc lui était trop sur l'avant. En plus, du coup, il était court parce qu'il manquait d'élan. Ouais, je sais pas. Après, peut-être qu'il nous ment, mais je vois pas beaucoup l'intérêt. Puis, enfin, c'est super vif de sa part, tu vois, d'avoir trouvé une excuse bidon à sortir comme ça, d'avoir déjà, bon, j'imagine que tu peux être dans ta tête, il se serait dit après la deuxième manche, s'il te plaît, quand on t'interviewe, dis pas que la moto elle a eu un problème ou quoi, trouve une excuse, dis que t'as appris sur ton frein, mais ouais, je trouve ça un petit peu beaucoup quand même. Peut-être, mais pour ma part, je vais choisir de le prendre au mot. En plus, je préfère savoir que c'est ça et qu'il n'y a pas eu de souci. C'est vrai que tu le vois clipper un peu. Bon, après, ça arrivait souvent, mais tu le vois clipper un peu, peut-être un peu plus fort aussi la table juste avant. Et voilà, ça a peut-être déséquilibré et il a appuyé sur le frein plus que d'habitude. Déjà, en fait, j'étais surpris dans une interview pour Vital MX où ouais, il semblait dire que de toute façon, de base, il appuyait sur le frein à la réception de cette bosse pour prendre la suivante moins vite. Enfin, à la réception de la première table pour prendre ensuite le saut moins vite. J'étais surpris. J'aurais tendance à penser qu'au pire, il laisserait le frein moteur faire ou en roue libre et l'amortir. J'aurais jamais pensé qu'il mettrait un petit peu de frein en plein milieu d'un enchaînement, quoi. Ouais, bah, si, parce qu'en plus, on les voit souvent, même en fin d'enchaînement, avec les 450. Je m'étais fait la réflexion à l'époque de Viliopoto, où on entendait bien le bruit des moteurs. Tu te dis, il accélère plus en l'air que dans les creux, en Mhm. fait. Sur les Mhm. dernières bosses, quand tu finis en 3-2, tu vois, par exemple, bah, tu vois qu'il accélère pas du tout dans le creux. Et par contre, tu l'entends mettre un coup de gaz quand il est en l'air. Donc moi, ça m'étonne pas. Et c'est d'ailleurs ce que je te disais de faire quand on roulait, d'accélérer fort sur une bosse et parfois de freiner sur la pelle, en fait, quand c'est un petit saut, tu vois. Mais. Ah ouais. Mais, mais t'aimes pas trop ça. Ouais, quand l'appel il est raide et tout là, déjà moi tous les sauts je les prends la roue avant en l'air comme ça. Donc déjà j'ai du mal à faire piquer la moto. Maintenant si tu me demandes de freiner sur un appel, laisse tomber. Moi après c'est hosto, hein. Non, enfin un peu avant, mais pas sur l'appel, tu vois. Mais Ouais. je pense à la petite bosse de Saint-Vith où justement tu t'étais mis un caramel là. Bah, celle-là, typiquement, t'accélères fort avant, tu freines avant, et puis après, quand t'arrives dans le creux, en plus c'est une petite bosse un peu raide, voilà, là tu relâches pour pas justement être sur les freins carrément sur l'appel, quoi. Ouais. Moi je préférais essayer d'allonger petit à petit. Si c'était tout plat derrière on pouvait se mettre long. Bon, en tout cas, Iskrout, il remonte 19e sur la moto, puis il revient 13. Donc déjà solide parce il restait 5 minutes et un tour, je crois, quand il tombe, hein. Je ne m'attendais pas. Puis au début, tu vois que pendant un tour, il reste 18. Je ne m'attendais pas à ce qu'il remonte à la 13e place. Déjà j'avais peur que ce soit fini pour la soirée. Puis après, en plus, il revient, il gagne la troisième manche. Donc, il sauve bien les points, il sauve sa plaque rouge. Et, euh, et ouais, du coup, Tomac toujours favori, quoi. Ouais, ça a été l'épreuve pour moi, pour lui, tu vois, parce que là, il a montré, on le sait que Thomas, quand il y a une chute ou que ça, c'est pas dans un jour comme il veut et tout, souvent, c'est
pas je baisse les bras, mais bon, bah, je force pas, j'y arrive pas, quoi. Donc, si je dois finir 12-13, bah, tant pis, je finis 12-13, tu vois. Et c'était souvent comme ça. Et je pense ce qui l'a fait perdre aussi un peu quelques championnats, quoi. Parce que, enfin, à un moment donné, quand tu as autant de victoires, tu vois, et pas autant de championnats que ça, enfin, deuxième recordman de victoires et 2 championnats de Supercross, c'est peu, du coup, par rapport au stade, par rapport à d'autres, par rapport à Dungey, par exemple. Et. Et c'était souvent ça, quand il était dans un jour justement où une petite chute ou qu'il n'y arrivait pas, il lâchait l'affaire. Et là, il s'est pris un bon caramel et il s'est relevé, il y est retourné. Et même en dernière manche, là, tu vois en fait que il y croit à ce titre et qu'il part pour ça en fait. Donc il va être là tout au long, s'il se fait pas mal, il va être là tout au long de la saison. Et ça fait plaisir de le voir comme ça, de ne pas le voir abandonner. Et surtout aussi, heureusement qu'au final, ça n'a pas été trop grave, justement, qu'il s'est pas trop fait mal parce que ça fait chier quand même de voir les gars partir comme un Aymas qui sort sur blessure à chaque fois, d'éliminer des favoris pour le titre comme ça, c'est dommage. Donc c'est cool qu'il ne se soit pas fait mal et de voir cet état d'esprit là aussi. Là, on voit qu'il est déter et qu'il va partir, il part pour le championnat, quoi. Ouais. Ouais, puis il a perdu du temps aussi sur sur la protection de piste au final, parce que pour une fois, il mettait pas trop longtemps à se relever non plus. Enfin, ça fait quelques années que Tomac, il est plus comme sa deuxième ou troisième année sur la Kawa, là où il mettait une plombe à se relever quand il tombait. Donc, mais ouais, il a perdu du temps et tout. Et ouais, j'essaie de regarder les chronos tour par tour pour voir s'il avait vraiment beaucoup ralenti après sa chute. Il tombe au tour 6, il fait un 1,11. Son meilleur temps, c'est un 47,6 dans cette manche qui intervient bien sûr avant la chute. Après la chute, au tour 10, quand même, il fait un 48,952. Je crois que c'est son meilleur tour après la chute. Donc une seconde 3 derrière son meilleur temps. Je ne sais pas si c'était à cause de la moto, est-ce qu'il aurait suffisamment confiance pour essayer de pousser et refaire un 48,9. Ou Après peut-être peur ça, que la moto recoupe, quoi, à un moment donné. hein? Peut-être peur que la moto recoupe à un moment donné aussi. Oui, mais c'est ce que je dis. Est-ce qu'il aurait pas ralenti plus que ça s'il avait pas confiance en la moto, tu vois, après Ah, sa chute? plus qu'une seconde, Mais oh, tu rentres dans il a ce même fait cas-là. un 48,8. Sachant que bon, il a dit quand même que la moto était un peu tordue, quoi. Donc tu peux pas pousser autant que tu veux. Je sais pas. Non, et On va pas puis spéculer. ça refroidit aussi quand même. Quand tu te Ouais, prends un par c'est l'avant, clair. surtout un par l'avant, c'est pas une chute dans un virage, tu vois. Puis Quoi qu'il en soit, ça te refroidit. tu te mets un bon coup de sueur, là, le rythme cardiaque qui accélère d'un seul coup alors que tu étais déjà au max. Après, il faut relever la moto, il faut repartir. Moi, je sais qu'après une chute, c'est toujours un petit peu essoufflé. Bon, Hunter Lawrence, on disait la semaine dernière, c'est peut-être la plus grosse menace pour le titre de Tomac, mais j'en parle depuis avant que le championnat il commence. Cooper Webb, même s'il était encore 21 points derrière avant ce week-end, il faut faire gaffe, quoi. Cooper Webb, moi je mets Cooper Webb devant Sexton dans le power ranking Mais pour le c'est un vrai championnat. rat, lui. En fait, j'en ai marre. C'est un vrai rat. L'autre, il prend toutes les miettes et il gagne. Il gagne, tu vois, les semaines précédentes, je suis là, je dis Ferrandi s'il l'accroche. Alors, il n'est pas à son niveau, tu vois, mais il Est-ce que l'accroche tu sur peux un petit quelques peu tours. respecter le 3 fois champion des États-Unis Supercross, s'il te Non, mais plaît? j'aime bien les rats après, il n'y a pas de souci, tu sais, moi-même j'en suis un, tu vois. Mais non, mais et je me dis, tu vois, Ferrandi, je le compare un peu à lui. Je dis, il l'a accroché pendant quelques tours, il était un peu dans le rythme, donc c'est encourageant pour Ferrandi, tout ça. Et là, Cooper Webb, il gagne ce week-end. Et en fait, tu vois, et encore une fois, tu le vois clairement en fait que c'est pas le plus rapide et il se met dans dans les bonnes positions avec une certaine régularité qui fait qu'il est là. Et ouais, c'est ouf en fait. C'est ouf parce que c'est vrai que tu lui enlèves du coup ces petites erreurs, ces petites chutes qu'il a fait sur les premières épreuves. Bah, il serait bien plus proche que ça déjà aussi de la plaque rouge. Euh, donc, euh, donc ouais, non, c'est sûr qu'on peut pas le mettre de côté, mais ouais, moi ça m'impressionne quand même. C'est justement du coup cette réussite qu'il a au final, sans être justement un pilote. Enfin, même pendant la conférence de presse, souvent on le catégorise un peu comme l'underdog, quoi, le gars qu'on n'attend pas trop, alors que effectivement, quand tu regardes le palmarès, les titres, etc., tu devrais être celui de qui on parle tout le temps, tu vois. Euh, mais non, mais il est quand même là, donc non, solide. Et puis bah, c'est cool de toute façon si on rajoute quelqu'un. Enfin, moi je suis pour à chaque fois, toi je sais que t'aimes bien les batailles, hein, les duels un peu qui se profilent durant la saison. Moi j'aime bien, j'avoue, quand il y a beaucoup de gars qui sont en lice pour le titre ou en tout cas pour des victoires, donc c'est cool.
Ouais, j'aime bien. C'est vrai que Web, j'aimerais bien, parce que Widge, il a dit, on a vu ça littéralement 34 fois, et je me suis dit, il a quand même pas 30 victoires en Supercross. Mais bah, du coup, je suis en train de regarder, je vois 31, donc il a peut-être dit 31 fois et pas 34. Mais ouais, ça commence à faire presque autant que Villopoto, hein, une trentaine de victoires, parce que Villopoto, je crois qu'il est pas à 40, hein. Donc Ouais. c'est dingue, il va peut-être même bientôt doubler Dungey aussi. Selon combien il en gagne encore cette année, mais ouais, surprenant, hein, Cooper Webb. Ouais, c'est vrai qu'on l'attend jamais, mais c'est parce qu'il n'a pas cette vitesse fulgurante. Jamais il part et il met 20 secondes à quelqu'un, ou jamais il part 9 et il gagne, tu vois. Mais il part toujours pas trop mal, près de la 5e place au pire. Et il use les pilotes à force. Quand il y en a un qui fait une erreur, il en bénéficie. Et, mais au final, tu vois, par rapport à un Sexton qui va tout le temps super vite et puis qui perd l'avant, bah, ça paye plus d'être un Webb, hein. Ouais, mais et puis en plus, par contre, ce qui m'impressionnait là sur Webb, sur son pilotage, c'est ses virages parce que il est vraiment lent en fait dans l'entrée et le milieu. Mais par contre, comment il ressort des virages à chaque fois, tu vois, dès qu'il se met en ligne là, et effectivement, il fait une courte distance, donc je pense que c'est ce qui fait qu'il perd pas trop. Et au final, tu le vois rentrer des fois loin derrière le gars. Il fait son petit virage et surtout il ressort très fort et il sort quand même l'enchaînement. Et des fois, je me disais, non, là, il va pas faire trip, tu vois, en sortie, il est vachement bas et puis lent pour le coup, tu vois, enfin, lent, après toute proportion gardée par rapport aux autres, les gars, hein, pas par rapport à moi. Mais lent dans l'entrée et dans l'exécution au moment où il vire. Par contre, quand il en ressort, tu vois qu'il a des poneys aussi dans la yam parce que ouah, ça fuse direct et puis il te fait les enchaînements sans forcément aller trop haut non plus, tu vois. Et c'est vrai que bah, ça reste assez efficace et c'est vachement différent justement d'un gars qui va allonger, d'un Thomas, tu vois, sur la façon de prendre les virages. Mais ouais, au final, il se retrouve à gagner, quoi, le garçon. Bon, avant de parler un peu plus championnat, Hunter Lawrence, quand même, il est passé une nouvelle fois tout près, mais c'est fou parce que à San Diego, il est passé tout près. Puis après, on arrive après Anaheim et on se dit, oh, il était encore plus près. Et tu te dis, plus près que ça, il gagne, quoi. Et en fait, là, ce week-end avec le Triple Crown, j'ai l'impression qu'il était encore plus près, mais il n'a pas encore gagné. Il n'arrête pas de réduire l'écart, mais pas encore de franchir le pas. Mais ouais, il était à cette petite sortie de piste toute bête de la première manche, de gagner sa première course de Supercross 450. Ouais, Hunter Lawrence, encore une fois, c'est vraiment pour l'instant le deuxième homme de ce championnat. Ouais, c'est solide, c'est régulier. Et ça roule bien, tu vois, encore une fois, ça fait pas des choses extraordinaires, mais c'est efficace, quoi. Ça va vite. Et puis, ouais, la régularité qui fait qu'il est en lice pour le titre. Il a combien? 4 points là de Exactement. Tomac? Donc non, il est là. Il reste en forme pour le coup. Et puis, il fait quand même assez peu d'erreurs de base. Donc c'est sûr que c'est un client. C'est ça, tout le package est là. Et j'ai envie de dire que Hunter, il est peut-être le meilleur dans aucune catégorie, mais il est vraiment très très bon dans chaque catégorie. Les départs sont excellents. Alors c'est peut-être pas le meilleur starter du plateau, mais les départs sont excellents. C'est pas le plus rapide, mais il est facilement dans le top 4, top 5 tout le temps en vitesse. En termes de physique, je ne sais pas si c'est le plus endurant, mais en tout cas, il peut tenir la longueur avec les meilleurs. Tout est là. En termes d'erreurs, effectivement, il fait beaucoup moins d'erreurs que Sexton. Il part mieux que Tomac. Il va plus vite que Webb. Il tient plus la distance que Roxen. Il arrive à battre chaque concurrent au moins dans une catégorie et ça le rend vraiment très très fort. Tu penses toujours quand même que Tomac a un petit avantage sur lui pour le reste du championnat, ou avec ce que tu as vu ce week-end, tu dis que c'est kiff-kiff, ou que en fait Hunter, peut-être qu'il va peut-être plus y arriver sur la longueur? Non, je pense que Thomas il a un petit avantage. Et encore ce week-end, là, ça s'est ressenti aussi. Puis les dépassements, ils étaient un peu incisifs. Là, les blocs pass avant le saut d'arrivée et tout. Ouais, mais sans se toucher et tout. Donc c'est propre, c'est cool. Mais ouais, non, je pense que Thomas, du coup, il a quand même un petit avantage là-dessus. Mais voilà, encore une fois, on sait que c'est pas toujours le plus rapide non plus qui gagne. Mais c'est vrai que je trouve quand même que Thomas est très rapide cette année. Et je le dis encore, je suis très surpris de ça. Fin de carrière, changement de moto, etc. Je m'attendais pas. À le voir aussi rapide et aussi bien performer et encore moins dès le début du championnat comme ça. Donc surpris de ça. Et je pense quand même ouais, qu'il a encore un petit avantage en niveau vitesse quoi, sur Hunter.
Ouais, il avait encore le meilleur chrono pour la deuxième et la troisième manche. C'est Sexton qui avait le meilleur chrono en première. Ouais, je suis d'accord avec toi que. Après, moi, je suis hyper biaisé, mais enfin, franchement, tu vois, j'étais hyper inquiet quand je l'ai vu par terre en deuxième manche et quand je l'ai vu repartir, j'ai mis une net du temps. Après, il revient 13e. Je me dis, bon, on va voir ce que ça donne quand même. La troisième manche, ça va quand même être une épreuve parce que là, il faut sauver des points. Il était 9e avant le départ de la troisième manche. Il gagne la manche, donc il montre que psychologiquement, ça l'a pas refroidi, que, que physiquement, tout va bien et que ouais, tout est encore là et que c'était juste une erreur, un cas à part, quoi. Bah, Donc je suis d'accord. c'est ça, ouais, tu supprimes la chute déjà, t'enlèves cette 13e place, c'est sans doute la victoire en fait encore ce week-end. Donc ouais, c'est costaud. Il va juste pas falloir nous faire ça tous les week-ends parce qu'il y en a des pilotes à qui on dit si t'enlèves la chute, c'est la victoire. Tous les week-ends, on en entend, hein, notamment Sexton et Stewart. Mais Stewart, je parle de James bien sûr, hein, pas de Malcolm. Donc ouais, va pas falloir devenir ça non plus, Tomac. Non. Mais tu vois, c'est la même chose. Si c'était un problème de moto, je sais pas s'il gagne, il se bat comme ça pour la dernière. Mais bon, on va pas passer encore Il a une changé heure de à. moto. Dans ce cas, il arrête la moto. Si la moindre casse de la moto, ça lui fait faire un caramel, il arrête la moto. Alors là, ils l'ont carrément changé la moto, donc ça Ouais, mais va. tu sais, parfois pour eux c'est encore plus dur parce que la moto de rechange, ils roulent jamais avec d'habitude. Donc ils sont tout le temps là à dire ouais, elle est pas pareille et tout. J'ai perdu un peu mes repères, patati patata. Donc ouais, je sais pas. Puis tu sais après, enfin. C'est pas la même moto, mais elle est montée par le même mec avec les pièces similaires et tout. Donc, quand tu sais pas ce qui a pas fonctionné, tu te dis que la panne, elle peut se reproduire aussi sur ta deuxième moto parce que c'est la même configuration en théorie. Ouais, mais tu vois, si c'est un problème d'électronique ou un truc comme ça, bah, c'est des trucs qui sont déjà arrivés et qui arriveront encore, en fait. Donc, comme je te dis, dans ce cas-là, ouais, c'est que ça y est, t'es devenu trop vieux, tu peux plus débrancher justement et te dire, bah, je pense pas à ces risques-là et j'en vois. Donc, ouais, je sais pas, après, leur moto, c'est pareil, leur deuxième moto, enfin, je veux dire, c'est des pièces quand même qui ont été faites et rodées, tu vois, avant qu'ils roulent avec. Donc, je suis pas persuadé que sur sa deuxième moto, au final, elle ait moins d'heures que les pièces. Enfin, peut-être le cadre en lui-même, oui. Bah, Peut-être je un peu pense moins que d'heures. cadre, suspension, il doit avoir moins d'heures Bah, tu que vois, la les moto suspensions, avec laquelle il a fait je pense que les les trois pilotes premières. test, justement, ils les roulent quand même pour pouvoir justement les faire en sorte que bah, déjà ce soit similaire et puis être sûr qu'elles fonctionnent de manière optimale. Mais enfin bon, en tout cas, Ouais, oui, c'est sûr que quoi qu'il arrive, de manière générale, peu importe que ce soit un problème de la moto ou lui directement, après s'être pris une chute comme ça, un par devant, c'est gagner la suivante, c'est solide. ouais. Bon, je vais te donner mon top 5 pour le championnat, mon power ranking dans l'ordre. Comment je les vois? Je vois donc Tomac favori, avec Hunter un deuxième, mais quand même assez proche. Je vois un Cooper Webb, pour moi, c'est mon troisième prétendant, mais très très serré avec Hunter. Puis après, je mets quand même Chase devant Ken. Ok. Tu vois ça comment, toi? En vrai, je suis un peu biaisé avec ce que je veux, ce que j'aimerais et ce que je pense. Sexton, il peut régler les problèmes. Il peut régler les problèmes, Sexton. Voilà, ce que j'aimerais, c'est voilà, et j'y crois quand même Tu mets trois crampons de plus sur le pneu avant et c'est bon. Que Sexton peut gagner ce championnat. Donc je vais y aller comme ça, tu vois, même si aujourd'hui, ouais, je vois un Tomac un peu favori et tout. Je vais mettre un Sexton premier, comme ça on parie un grec. Sexton qui gagne le championnat. Non, non, mais tu penses que Sexton est le mieux placé pour gagner le championnat, là? Non, je te dis qu'il va le gagner. Là, à l'heure actuelle, c'est Ah, pas le ok, mieux ok. placé, il a pas la plaque rouge. Ouais, parce Mais que moi, là, je te parlais plus comment je les vois en termes, pas forcément juste les points, tu vois, mais avec la dynamique et tout ça. Mais vas-y. Donne-moi ton classement préféré alors. allez, Sexton. Tomac, Hunter, Webb, Roxen. Hmm, ok. Bon, bah, on va voir, mais En fait, moi, ouais, j'ai juste remonté Sexton par rapport à Sexton, toi. il est que 14 points derrière. Mais voilà, avec ce qu'on a vu ce week-end, c'est que il est 14 points derrière. Après Glendale la semaine prochaine, ça pourrait être juste 3 points derrière.
Puis ça pourrait être 25 après la semaine d'après, quoi. On sait jamais avec lui. Donc on va voir. Mais ouais, moi je pense que Sexton va continuer à faire du. Je pense que on voit un peu le vrai visage de chaque pilote là après 4 courses, après le premier Triple Crown. Je trouve toujours que le premier Triple Crown c'est la fin du début du championnat. Et genre enfin t'as compris quoi. Le début est terminé, on est en plein dedans maintenant. Et du coup, on commence à vraiment connaître un peu les vrais visages de chacun. Et voilà, enfin Sexton, je pense que ce qu'on a vu sur ces 4 premières courses, c'est ce qu'on va voir tout au long de la saison. Et pareil pour les autres. Et du coup, Roczen, quand même encore, bon, il en a manqué un petit peu là en troisième manche, mais encore une fois, vraiment, c'est pas au coup d'éclat comme les années précédentes sur la Suzuki, je trouve cette année. Enfin, les années précédentes, il était solide, mais il était solide entre troisième et cinquième, quoi. Dans le top 5. Que cette année, il est solide entre 2 et 3, quoi. Ouais. Non, je pense il est quand même dans une bonne position. Après, voilà, je vais me répéter un peu avec les précédents. Ça manque un peu d'agressivité et d'être incisif. Enfin, tu vois, tu peux pas rester derrière Justin Cooper. Surtout quand tu recolles comme ça, à un moment donné, il fait une erreur, ça se réécarte. Il revient derrière. Pourquoi tu butes derrière? Tu vois, là, il faut. C'est dans la troisième manche, ça? Ou la deuxième? Eh ben, je sais plus parce que je sais qu'il se retrouve aussi avec Webb en troisième manche pour le coup. Et tu vois, là, c'est pareil. Tu passes Webb, c'est toi qui gagne. Donc Mais j'ai vas-y, en entendu fait. dire que l'incident avec Webb, enfin le presque incident avec Webb, ça l'a refroidi quand même. Il a eu bien peur sur le saut d'arrivée. Tu sais, quand Webb il se rate au premier ou deuxième Ouais, tour sur le qui saut saute pas, d'arrivée là, et qu'il justement. décolle à droite, il atterrit à gauche en dehors de la piste et il a failli collecter la moto de Roxane en fait au passage. Roxane l'a vu, a essayé un petit peu, on le voit sur le replay, et Roxane il lève les jambes et tout, il se dit oh là là, faut pas qu'il me touche presque. Sur Et l'appel ou non, en l'air. en l'air? Ah ouais. Ouais, et donc après, dans une interview, a priori, il a dit que c'était vraiment chaud, que ça aurait pu très très mal finir et il a pris peur. Donc peut-être qu'après, il a eu du mal à se remettre dedans, de se reconcentrer, je sais pas, pour la troisième en tout cas. Mais je sais pas, parce qu'à la fois, tu le vois revenir justement sur ses concurrents devant, sur un Webb, sur un Justin Cooper, tu le vois revenir, et c'est une fois qu'il est derrière, tu as l'impression qu'il se met dans le rythme de celui qui est devant, et il y va pas, tu vois, il lui manque un petit truc. Et à la fois, on l'a vu à un moment donné faire une erreur, que ça se réécarte, et revenir quand même derrière. Je crois que c'était avec Justin Cooper. Et tu vois, je me dis, ben, si tu arrives à recoller comme ça, tu dois pouvoir poser le dépassement toi, derrière, tu vois. Et c'est dommage parce que là, ça aurait pu être une victoire pour lui s'il y avait un peu plus d'agressivité et que quand il revient derrière, voilà, on se lance dans un virage, à un moment donné, on va mettre un bloc pass, quoi, tu vois. On va pas doubler que les gars parce qu'on est plus rapide dans l'enchaînement ou dans les whoops. Il y a des fois, il faut se positionner devant, quoi. Ouais, puis avec Justin Cooper, ça doit être en deuxième manche parce que Cooper finit 4 et Roxanne 5 de la deuxième manche. Et Mm. Cooper, il finit 12 de la troisième. Donc c'était probablement en deuxième manche ce dont tu parles. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me manque surtout pour mettre Roxanne plus haut dans mon classement de favoris au championnat, c'est qu'on ne l'a jamais vu, en tout cas depuis ses bras, on l'a jamais vu tenir la distance sur 17 courses aussi. Donc là, c'est bien, ça commence bien. Les débuts de championnat, il a toujours été bon, même si là, c'est vrai que même sur les durées des manches et tout, je trouve que ça tient mieux que les années précédentes. Mais ouais, à voir si dans 5-6 semaines, si c'est toujours le même Ken Roczen qu'on a, ou si on a un Ken Roczen un peu moins en forme. Je me demande quand même, lui, tu vois, parce qu'il en parle pas trop, si il continue de vraiment prendre chaque course individuellement, l'une après l'autre, comme ils aiment dire les pilotes sur les podiums et dans les interviews, ou s'il se rend compte quand même que championnat, il y a une possibilité et que va falloir... de toute façon, le mieux pour gagner un championnat, c'est vraiment de s'appliquer à chaque course individuellement. Ça, il n'y a pas de doute, tu vois. Mais est-ce qu'il va commencer tout simplement à y penser, tu vois, et après chaque course, regarder un petit peu où est-ce qu'il en est au point, combien il en a ramassé, combien il en a perdu et tout ça, ou s'il va continuer à vraiment juste donner le meilleur de lui-même et pas trop se soucier même pas prêter attention au classement, parce que pour l'instant, en tout cas, à travers les 3-4 premières épreuves, c'est un peu l'impression qu'il donnait. Ouais, moi je pense qu'il y pense au championnat. Quand tu es au début comme ça et que t'es pas loin en plus dans les points, que tu vois là tu finis devant Thomas, que tu es avec ces gars-là, là, et que ça fait un peu les chaises musicales sur ceux qui finissent devant.
forcément, tu y penses et tu sais que tu es dedans et donc il doit le savoir combien de points il est. Tu vois, peut-être pas précisément, mais il le sait. Je pense que c'est plus à la fin du championnat ou à la mi-championnat quand tu as déjà fait, enfin, tu vois, un Levi Kitchen qui lui va pas regarder les points et il va juste les prendre une par une et essayer de les gagner une par une, tu vois, c'est tout. Mais sinon, quand tu es justement que tu es constant comme lui et que tu fais des podiums et que de temps en temps, plus du coup, bah, c'est toi et tu sais que tu gagnes 2 3 points par-ci, par-là, des fois, tu en repères un petit peu, tu sais que t'es pas loin et donc obligatoirement, instinctivement, tu penses au championnat et il doit savoir où est-ce qu'il se trouve, tu vois. Et ça reste quand même l'objectif et je pense que c'est son objectif aussi à chaque début de championnat, quoi qu'il arrive, de partir pour le championnat et pas juste, tu vois, pas juste comme Anderson. Anderson, tu vois, Bah, qui part pas pour le championnat et je trouve que lui, c'est très dommage parce que je trouve que cette année, il a la vitesse encore pour gagner, mais que physiquement, il a rien du tout et qu'il a complètement changé d'état d'esprit, le garçon. Enfin, tu vois, maintenant, il laisse passer son teammate, il force pas aussi quand les gars ils arrivent, il force pas, tu vois, il laisse passer parce que bah, il sait qu'il est cuit et qu'il arrivera pas à les tenir. Et je trouve ça dommage parce que bah, il me semble qu'au début c'est pas lui qui part, qui fait le shot là, en dernière manche et qu'il double quand même Hunter et Tomac, si je dis pas de bêtises. mm. Et donc voilà, s'il y avait du physique, je crois qu'en vitesse, je sais pas ce que ça donne au niveau des chronos. Mais déjà sur les premières épreuves, au niveau des chronos, c'était pas mauvais, quoi, c'était pas mal. Donc ouais, je trouve ça étrange de sa part de pas s'être un peu plus impliqué physiquement durant cette pré-saison parce que il y avait peut-être quelque chose à faire quand même. Ouais, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on en pense de ça là? Donc il est allé serrer Roxane, je pense non intentionnellement dans le relevé. Et après, du coup, je crois que c'est un tour et demi après, il le laisse passer, il lui fait même un signe. Bah, il devrait pas faire le signe parce qu'il risquerait de perdre des points. On l'a vu avec un Jet Lawrence qui avait fait ça justement. Donc il devrait pas faire ça. Mais ouais, moi j'étais même étonné. Bah, c'est peut-être en dernière manche encore qu'ils se retrouvent un peu l'un derrière l'autre, non Et j'étais Ouais, il étonné laisse que là, passer encore. ouais, mais il a mis quelques tours quand même, tu sais, à un moment donné, dans le quart de tour Hmm. à gauche avant de revenir devant les pitboards, là. Tu vois que là, c'est pareil. Moi, je m'attendais à ce qu'il aille plus dans l'extérieur, justement, et qu'il le laisse passer là. Et au final, non, il a fermé la porte, il est resté devant. Mais c'est vrai qu'il m'attend. Mais en fait, il fait ça un peu avec tout le monde, là, pour le coup, tu vois, je trouve, Anderson. Alors, pas le signe, justement, tiens, Thomas, vas-y, je te laisse passer. Là, c'est plus, voilà, Roxane, on est coéquipier, je te laisse y aller. Mais les autres, c'est pareil, il force pas, tu vois. Il va les doubler, puis quand il voit qu'il a plus de jus et que les mecs qui sont derrière, il se positionne dans l'intérieur, il essaie même pas de recouper, rien. C'est je te laisse la porte ouverte et vas-y. Thomas qui le sert un petit peu, ouais, il était en mission, le garçon, et il a quelque chose à aller faire. J'aurais été dans sa position, j'aurais fait la même chose. Tu vois, enfin, je trouve qu'il a complètement changé d'état d'esprit, donc du coup, ça me choque pas ce qu'il fait sur Roxane. Et je le vois même pas comme du favoritisme, tu vois, directement, parce que, encore une fois, voilà, il force pas avec les autres, il laisse la porte ouverte, il va pas fermer, il va pas les ralentir plus que ça. Tu l'aurais vu, tu vois, vachement fermer les portes, faire un peu du freeze avec les autres, et puis son coéquipier, vas-y, je te laisse passer. Là, tu vois clairement qu'en fait, il aide son coéquipier. Il aide son coéquipier. Tu vois que là, Hmm. il force pas, et je pense que là, c'était un peu, bah tiens, je te rends l'appareil aussi. Excuse-moi pour tout à l'heure. Je voulais pas te serrer comme ça, quoi. Ok. Il gagne une course cette année, Anderson, ou pas? Ah, franchement, non, je te dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas de physique. J'ai envie de te dire oui, mais à chaque fois, Ouais, mais d'ici le mois de mai, il va y en avoir du physique bah, à je force sais de faire pas, des courses ça se des trouve, finales l'autre de il se 20 boit des minutes. mojitos quand il rentre chez lui. Hein. Ça se trouve, il fait pas le footing de récup et il va pas à la salle de la semaine. Hein, j'en sais rien, moi. Donc, ouais, puis je te dis, j'ai l'impression qu'il a complètement changé d'état d'esprit. Donc, je comprends pas parce que le Anderson que j'ai vu en championnat du monde de Supercross, je me suis dit, oh, lui, il a la dalle. Il est arrivé là en Supercross US. Alors, il montre quelques bonnes choses, du coup, tu vois, c'est encourageant. Mais derrière, ouais, voilà. Et puis il va féliciter tout le clan Kawa quand Sexton a gagné la semaine dernière et tout. Ouais, vraiment, j'ai l'impression de voir un nouveau Anderson, quoi. C'est pas du tout Hmm. celui que j'apparentais un peu à Barcia, tu vois. Là, c'est le mec trop gentil, Plessinger, t'as envie d'être son pote, quoi. Ouais, mais je pense que justement, quand il va se sentir qu'il peut garder le rythme toute la manche, ça va plus être le même. Mais il avait dit de toute façon que. Mais pour revenir rapidement à Ken Roxen, tu vois, Ken Roxen, il avait dit dans le Pulp Mix Show avant Anaheim 1 que lui-même, il pensait pas trop au championnat avant de commencer, avant le début de la saison et qu'il se considérait pas tellement comme un prétendant au titre parce que de toute façon, il n'a pas été prétendant au titre pendant tellement longtemps que d'abord son objectif c'est de gagner une course, puis d'en gagner une deuxième et voilà, d'être devant régulièrement et il verra ensuite où est-ce qu'il se retrouve au point mais qu'avant même le début de la saison, il pense pas tellement championnat parce qu'il y a plein de top pilotes et que lui, il n'a pas été dans cette position-là et que donc c'est un peu limite irréaliste, tu vois. Et Anderson, lui, il avait dit que son but c'était juste d'être encore un des top pilotes et de se battre pour des podiums quand il se sent en forme et pourquoi pas la victoire. Mais ouais, il semblait dire aussi que faut qu'il se sente en forme et que quand il se sent pas en forme, il l'aura pas et que laisse tomber quoi. Hmm.
Bah, et pourtant, tu vois, je te dis, c'est vrai que tu vois des pilotes comme ça qui du coup prennent moins de risques maintenant, tu vois. Mais à la fois, quand on l'a vu en championnat du monde, excuse-moi, des risques, il y en avait. Ça sautait en travers, en dehors de la piste, ça allait mettre du gros bloc pass et tout. Donc, sur une piste en plus qui glissait, tout ça. Enfin, ouais, moi, ça m'avait donné beaucoup de. Ouah, je me suis dit, s'il arrive à transposer ça en Supercross US, ça va être lourd d'avoir Anderson, tu vois, aussi dans le truc. Et c'est vrai que je trouve que vraiment, tu lui donnes un physique et à mon avis, c'est là sur les podiums, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Et après, pour Roxen, ouais, je pense qu'après, tu sais, il est très humble quand même comme garçon. Donc c'est un peu le discours qu'il a. Mais je pense à chaque début de championnat, quand il se prépare, il se dit pas. Ouais, moi je pense pas que j'ai beaucoup de chance pour le titre cette année, tu vois. Bon, cette année non plus, cette année non plus, tu vois. Je pense que dans sa tête, quand même, il s'entraîne pour être prétendant au titre. Après, voilà, dans les interviews, c'est justement quelqu'un de très humble et il va pas dire, ouais, moi je pars pour le titre et tout. Et justement, et à mon grand étonnement pour tous les autres pilotes qui disent, ouais, moi, t'as l'impression qu'il y en a 10 qui partent pour le titre alors qu'il y en a certains. Bah, non, enfin, tu sais très bien que tu partiras pas pour le titre, tu vois. Donc, tu le rêves un petit peu. Et les gars, ils sont là, ouais, pour le titre, etc. Voilà, ça manque justement d'humilité et de se dire d'être réaliste. Que lui, des fois, il est peut-être un petit peu trop aussi, ou réaliste, parce que c'est vrai que bah, au final, il était là sur les débuts de championnat et puis il n'était pas là sur la fin. Donc, je pense dans ses interviews, c'est pour ça qu'il est quand même très soft en disant ouais, moi, j'en sais rien en fait. Là, mon objectif, c'est d'être présent, de gagner des courses et on verra plus tard. Et je pense que c'est la réponse que tout le monde devrait avoir en fait. Mon objectif, c'est de gagner des courses. Évidemment, dans un coin de ma tête, si je m'aligne derrière la grille, c'est pour gagner le championnat et si je peux, j'irai. Mais là, à l'heure actuelle, tu vois, c'est toujours la question aussi à Anaheim 1, la conférence de presse. Oui, bah, tout le monde a une bonne moto. Pour la plupart, ils ont une bonne off-season. Mais tant qu'on n'a pas fait la course, on ne sait pas. Et puis là, tu te retrouves avec des gars justement qui finissent 10e alors qu'ils étaient attendus à être devant, etc. Bon, autre chose pour les 450. Non, petit mot sur Dylan Ferrandis. Du coup, apparemment, bon, je ne l'ai pas vu beaucoup à l'écran, moi, mais j'imagine que toi non plus, du coup. Mais, mais apparemment, il était en pleine ascension sur ce Triple Crown où il finit 11, 10, puis 7 en partant à chaque fois de plus en plus loin. Donc, je crois qu'il part pas très loin de la 11e place, peut-être en première manche, plus loin en deuxième manche et très loin en troisième manche. Et au final, c'est là qu'il a fait sa meilleure remontée. Donc voilà, apparemment, c'était encore encourageant pour lui, mais effectivement, pas vu à l'écran et tout. Donc, je sais pas trop ce que ça a donné. Ouais, pareil. Bon, petite dédicace quand même à Tonton qui m'a dit qu'on pourrait quand même parler de la pédale de frein d'Hunter Lawrence euh, sur le podcast parce qu'il m'a envoyé une photo où la pédale de frein d'Hunter Lawrence est quand même vachement haute, bien plus haute que le repose-pied. Donc c'est vrai que en tout cas moi sur la mienne c'est pas comme ça, c'est plus aligné et c'est vrai que c'est plus quelque chose que je recherche de base avoir quelque chose aligné. Je sais pas si c'est comme tu sais ils roulaient souvent avec des leviers de 85 quand ils étaient petits pour que quand la moto elle tombe pas les péter parce que leurs parents roulaient pas sur l'or. Donc je me demande si elle est pas relevée comme ça aussi pour éviter de tordre une pédale de frein dans les ornières ou quand tu chutes. Ou alors si c'est pour éviter de faire comme Tomac et d'appuyer sur le frein par erreur dans un enchaînement et de se retrouver par-dessus le guidon. Mais donc voilà, dédicace à Tonton qui a remarqué ça. Et si comme Thomas, vous avez besoin d'une nouvelle déco parce que la vôtre, elle a frotté par terre, bah, il faut contacter MGT Design sur Instagram. Et leur compte, c'est @mgtdesign-mx. Et c'est là-bas que vous pourrez refaire exactement la même déco que vous aviez avant. Ou alors quelque chose de complètement différent parce que MGT Design, c'est des décos 200% perso. Donc allez-y, régalez-vous, régalez-nous. Et nous, on va enchaîner avec la catégorie 250. Et ça va pas être très très long pour parler des 250 parce que c'est tout simplement le Digan Show. Ouais. Ça a quand même avec Kitchen, ça a quand même ça s'est échangé beaucoup de choses ce week-end. Des finger guns, des je te regarde, enfin il y avait de tout. Tu sais, à la fin de la deuxième manche là, quand il lui sort la main. Il fait son virage, il lui fait un truc avec la main et après il saute et il lui refait piou comme ça. Et je me suis demandé s'il lui avait pas fait le truc qu'on faisait au collège, tu sais, où tu fais un cercle et si tu regardes, je dois te taper sur l'épaule. Non, j'avais l'impression qu'il posait sa main sur sa hanche, genre en mode t'es où trop facile. Ah. Genre je me Ou alors c'est repose, peut-être tu qu'il vois. s'apprêtait à dégainer en fait. Ah oui, peut-être qu'il prenait ici le pistolet. Il aurait dû sauter à une main du coup, hop, comme ça. Ah Et ouais.
Ouah. Ouais, mais non, c'est sûr que déjà ça fait plaisir de voir Kitchen qui soit quand même là sur le podium, mais j'en attendais un peu plus de combativité Hmm. ouais, d'être un peu plus au rendez-vous. Enfin, c'est la deuxième où ils se bataillent bien tous les deux, ou la troisième quand non, c'est la troisième où Kitchen il est devant. Non, Non, c'est la c'est la deuxième. deuxième. Kitchen, il finit 3 de la troisième. Ouais. Il a une certaine avance et tout, et deux, trois erreurs, bon, avec les retardataires qui l'ont ralenti. Et après, il a fini à 3 ou 4 secondes, je crois. Donc, Hmm. tu vois, c'est que tu t'es fait ralentir par les retardataires, d'accord. Là, c'est à son tour d'avoir les retardataires, donc reste derrière dans sa trace, tu vois. Et donc, ouais, non, un petit peu déçu de ça. Et ouais, du coup, bah, Digan qui gagne. Enfin, là, en plus, il n'y a plus grand monde pour lui, quoi, hein, au championnat. C'est un peu tristounet, cette côte ouest. Donc, voilà, j'espère juste, je croise les doigts pour un Kitchen qui part devant et qui soit dans son rythme. Enfin, il a été très rapide sur les 3 premières, donc c'est vrai que c'est pour ça que je suis un peu déçu quand même, un peu beaucoup déçu de cette course. Mais voilà, j'espère qu'il va redresser la barre et qu'il va pas hésiter à aller au front avec le garçon. Parce que, en plus, moi, c'est un truc, ça m'énerverait. Tu vois, justement, ils lui ont posé des questions sur le trash talking, là. Surtout les mots que pouvait dire Digan et Levi Kitchen. Qui ça? Je connais pas. L'autre, ah, moi, ça, ouais, là, je serais un Kitchen, justement. Ça me nourrirait, tu vois, pour aller Hmm. m'entraîner et lui dire, bah, tu vas savoir qui c'est, mon grand. Ouais. Mm. Et en tant que spectateur, du coup, quand tu vois ça, tu te dis Digan bouffon encore ou vas-y, c'est marrant, continue Non, c'est bien parce qu'en plus, je trouve que là, ça reste assez soft, tu vois. Il tourne pas toute son interview là-dessus. C'est un petit truc au début, tu vois. Voilà, un petit pic. Et après, il enchaîne sur ses trucs assez sérieux, voilà, avec un discours assez mature derrière, tu vois. Donc non, à ce Merci mes moment-là, sponsors, merci Dieu. ouais, je trouve que c'est raisonnable et c'est bien que quand il le tourne tout autour du truc etc. Et ce qui m'a fait rire surtout, c'est quand il a dit après la victoire, les fans du Texas, ça fait plaisir de vous entendre me supporter quoi, en gros, tu vois, et pas Ouais. m'entendre huer. Genre à la limite, je me suis dit, il nous a ouvert son cœur là. Merci les gars, je suis pas insensible, moi aussi je suis un être humain et j'aime quand vous m'applaudissez, ok. Parce qu'il y a des fois, c'est un peu dur quand je rentre chez moi et que tout le stade me hue. Ouais, c'est clair, mais ouais, bah, je suis d'accord avec toi, ça me fait marrer. C'était marrant aux essais. Il a aidé un mec qui était coincé sous sa moto à se relever. Et du coup, j'ai appelé Steph. Elle était pas en train de regarder, elle était dans la cuisine. J'ai dit, attends, attends, regarde, regarde. Je lui remets. Et donc, elle se met devant la télé. Elle regarde ça. Puis après, elle s'est retournée vers moi, genre choquée. Genre, son visage disait, mais il fait quoi là en fait? Non, ça c'est pas Eden Digan. Mais si, en fait, c'est lui avec les mecs qui ont zéro, avec qui il a zéro concurrence. Parce qu'on l'a déjà vu justement échanger des checks. Enfin, je l'ai déjà vu avec. Putain, je me souviens plus de son nom, mais un pilote privé avant le départ de la finale ou d'une manche en outdoor se checker. Hmm. Un petit coup de poing comme ça, tu vois. Et j'étais même là en train de me dire. Waouh, Digan donne du crédit du coup à des pilotes privés, tu vois, genre, vu qu'ils pètent un peu plus haut que son cul à chaque fois, t'as un peu l'impression, ouais, les pilotes privés, je vous méprise encore plus que les pilotes factory, tu vois. Et en fait, non, il est plus pote justement avec, avec ces gars-là qui ont zéro concurrence, qui iront jamais le bloquer, et puis peut-être même qui sont fans de lui, tu vois, Mhm. que avec des gars justement avec qui il se bat. Enfin, ça aurait été Kitchen sous la moto et jamais de la vie il s'arrête, il aurait roulé dessus, tu vois, et il aurait pris pour une Ouais, bosse mais si ça avait été supplémentaire. Mosman par exemple. Je sais même pas, tu vois, Ouais, ouais, je suis pas sûr, je suis pas sûr. ok. Parce que tu vois, c'est pareil, Moziman, oui, sur une interview, je crois, sur un podium, il a eu un petit mot en lui disant félicitations à lui, ça fait plaisir de le voir là, je crois, un truc comme ça, je crois, la semaine dernière. Il me Mhm. semble il avait deux, trois mots pour lui, bien sympa comme ça, comme il a eu pour Bomer, son premier Mhm. podium, ou je sais pas trop quoi, au début. Ah, c'est Ouais. voilà, il a bien roulé et tout, bravo à lui, je suis content, machin, et derrière, vous savez tout ce qui s'est échangé sur Instagram, comment ça a fini entre les deux. Ouais, de ouf. Donc non, en fait, il fait ça tant qu'il n'y a pas de concurrence, puis dès qu'il y a un peu de concurrence, ou que c'est un mec voilà, qui est deuxième, qui est troisième, qui peut lui chipper une victoire ou quoi que ce soit, et il n'y a pas de ça. Pareil Donc ouais, avec Davies aussi l'année dernière. moi j'ai surtout perçu, ouais, en mode, il a vu au press day que tout le monde s'est arrêté pour Faulkner, lui relever la moto, et etc., les grands pilotes. Il s'est dit, moi aussi, regardez, tout ça pour attirer la lumière sur lui, encore l'autre, là. Mhm. Ah ouais, toi, tu vois le vice quand même.
Non, non, en vrai, c'est ce à quoi j'ai pensé, mais c'est pas mon avis réel sur la situation. Mais mon avis réel, c'est qu'il fait ça justement avec des pilotes qui ne sont jamais en concurrence directe avec lui, que ce soit pour une victoire, pour un championnat ou autre. Bon, sinon, Max Anstey, il termine très très bien la soirée, mais soirée difficile encore. Il s'accroche avec un autre pilote à la fin des whoops dans la première manche. Il se fait arracher la dorsale et le maillot. Et du coup, bah, si vous avez besoin d'un nouveau maillot comme Max Anstey, bah, il suffit d'aller sur Instagram, contacter MGT Design Racewear. Et là, vous pouvez avoir le maillot et le pantalon, tout assorti à la déco ou pas. C'est MGT Design-du-bas Racewear. Et ouais, Max Anstey, compliqué encore, donc dixième de la première manche, sixième englué dans le paquet en deuxième. Et par contre, en dernière manche, il revient sur Digan. En termes de vitesse, il a ce qu'il faut. Et ça redonne un petit peu d'espoir à Max Anstey, même si au championnat, je vais vous dire tout de suite, il est quand même 19 points derrière. Et il reste C'est 6 lui qui est épreuves deuxième avec 2 showdowns, je crois. ou c'est Macadou qui est deuxième? Non, non, c'est Anstey qui est deuxième, Mosiman troisième, Ah. McAdoo, il est 5 avec 33 points parce que malheureusement, il n'a pas scoré de points à Anaheim 1. La première, oui, c'est vrai, j'ai oublié ce résultat-là. Ouais, bah ouais, Max N6, pareil, je me suis dit, ah, ça revient et tout, vas-y, mais ouais, j'ai peu d'espoir parce que c'est encore, il est trop gentil, etc. Tu vois, et que même s'il était plus rapide, je le vois même pas. Enfin, tu vois, je vois justement, même sur une course où il serait plus rapide que Digan, je vois un Digan qui lui fait pas de cadeau et que tu es plus rapide que moi. Bah, dans le prochain virage, je te serre, je te mets un petit coup de frein arrière dans la roue avant, je te fais tomber ou quoi qu'il arrive, moi je vais me battre et au final, je vais quand même gagner alors que je suis pas plus rapide, tu vois. Et Hmm. c'est pour ça que je dis que j'ai peu d'espoir au final pour Max Ensi. Alors pour le titre, 19 points derrière. J'y crois plus tellement, j'avoue. Mais ouais, même pour des victoires, j'aimerais un Max Ensti voilà, qui se souvienne un peu de ce qui s'est passé quand il s'est fait prendre la roue avant et qu'il a perdu aussi des points importants et qu'il soit un peu plus incisif. Et parfois, même justement, quand il n'est pas le plus rapide, quand il est premier et que ça revient derrière lui, bah, qu'il se batte, qu'il bloque. Et ça fait partie du jeu, hein, d'être capable de fermer les portes à un moment donné et pouvoir scorer des points comme ça ou prendre des victoires. Ouais, Prado l'a bien fait d'ailleurs dans l'enchaînement devant Hunter Lawrence. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Prado pour les 450, mais j'ai trouvé que moi, la soirée de Prado, elle était, pour en parler rapidement, elle était quand même pas mal sur le Triple Crown. Deux bons départs où il tient aussi longtemps que possible devant. Et par contre, bah, on le sait, hein, quand le départ n'est pas aussi bon, c'est plus compliqué. Et je ne sais plus quel résultat il fait en troisième manche, Prado. Il fait 11e. Après, c'est sûr qu'aussi la manche est plus courte pour tenter de revenir quand tu te rates. Et Prado, il n'a pas un gros avantage de vitesse. Mais ça reste dans la lignée de ce qu'il a fait toute cette saison et une réussite pour moi pour Prado. Ouais, ouais, c'était pas mal. Mosiman fait cinquième. Non. Mosiman fait huitième du général avec une 14e place en deuxième manche. C'est marrant parce que quand il était quatrième pendant la première manche, il y a une petite interview de lui au Press Day qui dit qu'il pense que le Triple Crown, c'est bon pour lui parce que ça nécessite beaucoup de constance. Je ne sais pas dans quel monde Michael Mosiman a vu qu'il a déjà été constant parce qu'il a toujours été parfois très bon et parfois par terre. Et bon, là, il a fait 3 bonnes courses de suite en début de saison, mais de là à dire que c'est maintenant un pilote constant, faut arrêter quoi. Ouais. Et puis surtout que oui, il est tombé, du coup, c'est en deuxième, du coup, j'imagine qu'il tombe là avant le saut d'arrivée. Donc forcément, ça rend les choses un peu plus difficiles. Mais bah, c'est vrai que je trouve que même l'année dernière, Mosiman, je pense que c'est ça ce qui doit dire être constant, c'est qu'il gagne pas, mais qu'il est pas très loin. Et c'est peut-être ça la constance chez lui, parce que bah, c'est vrai qu'au final, même l'année dernière, je trouvais qu'il faisait des bons résultats, des podiums et tout, des top 5 mais bah, sans exceller et gagner. Et je trouve que c'est encore un peu cette image-là, peut-être en ayant progressé un peu encore cette année. Donc c'est peut-être ce qu'il voulait mettre en avant lors de l'interview. Mais ouais, enfin, après c'est pareil, quoi. C'est les gars, au final, faudrait supprimer Digan et on aurait un championnat un peu plus intéressant, je pense, un peu plus, avec un peu plus de suspense. Mais ouais, dommage pour sa deuxième. Enfin, après, en troisième, il fait aussi 8. Je me souviens plus trop ce qui s'est passé en troisième manche pour Mosiman. Mais ouais, ça finit un peu loin là, du coup. Ouais, bah, c'est clair, parce qu'après, tu as le troisième, du troisième au quatrième, ils sont séparés par 2 points. C'est Anstey, Mosiman et Di Francesco. Après, c'est aussi parce que justement, du coup, c'est tout le temps Digan qui gagne et qui récupère les plus gros écarts de points. Mais oui, c'est sûr que les autres le niveau est plus homogène derrière Digan, quoi. C'est un peu Digan, puis les autres. Di Francesco, il finit 5 du Triple Crown avec un 6-5-5. Euh, moi, en fait, Di Francesco, il me saoule à cause des autres.
Parce que tu as tous les commentateurs et tout le temps qui disent ouais, Di Francesco, il a progressé, Di Francesco, c'est bien, mais alors que Di Francesco, c'est pas mieux qu'avant, c'est toujours pareil et c'est pas bien, c'est pas nul quoi, mais genre c'est un pilote qui pour l'instant dans la catégorie 250, voilà, c'est un pilote de top 5 qui a accroché 2 podiums parce qu'il a réussi à faire des bons départs et à tenir la distance ou à un AM2, OK, il est allé chercher un Cameron McAdoo qui revient de sa 150e blessure et qui clairement n'est pas le meilleur Cameron McAdoo qu'on ait connu. Et je trouve qu'il n'y a vraiment pas de quoi se taper le cul par terre pour Ryder Di Francesco. Il n'y a pas de quoi faire toute une caisse de sa moustache quand on est sur le podium, parce que le week-end d'après, c'est 5e, quoi. Et que tu vois que s'il ne fait pas un bon départ, mais vraiment, s'il ne fait pas un all shot, en fait, bah, il galère et en vitesse, il est en dessous de Digan, Kitchen, Anstey. Et là, tu vois, il finit même derrière Voland. Donc, Voland, très bon pilote, hein, attention. Mais ouais, Di Francesco, on en entend souvent parler comme, parce qu'il a été le top pilote amateur aux États-Unis, on en entend souvent parler comme un pilote de 150 qui est en train de révéler son potentiel. Et pour moi, il ne le révèle pas plus qu'il y a 2 ans. Si, quand même, il progresse. Parce que même en termes de vitesse aux essais, il est quand même moins loin déjà d'un Digan. Il y a des fois où c'était la semaine dernière. Ou la semaine d'avant, je sais plus, qui fait deuxième. Enfin, il s'est changé beaucoup pendant les essais, justement. Di Francesco devant, hop, Digan qui était remonté. Donc, si, il a quand même progressé en termes de vitesse. Après, C'était ce week-end, ça, je crois. Parce que la semaine dernière, c'était plus avec Kitchen. mais alors, la Ou semaine c'est la semaine, d'avant non, c'est la semaine encore. d'avant avec Kitchen, pardon, à San Diego, même que Kitchen a fini par se mettre par terre. Mais là aussi, je crois que lui, il était justement avec les trois. C'est celle où Ok. où il y avait justement la table au milieu des whoops, que ça s'est changé un petit peu et qui était dedans et que Digan a fini. Enfin, ça, c'est jusqu'au dernier moment, ça améliorait, ça améliorait. Et non, c'était solide au niveau des chronos déjà. Pareil au niveau des manches, bah, il y a quand même du mieux parce que de podium, il l'a jamais fait. Là, il le fait. Donc quoi qu'il arrive, bah, il a au moins amélioré les départs alors. Mais non, en termes de Oui, mais vitesse. il a jamais fait de podium avant, mais si tu regardes un AM1 l'année dernière, il fait 4 derrière Shimoda, Baumer et je sais plus qui le double juste avant l'arrivée. Il me semble que du coup, il accroche pas le podium. Bon, cette année, il fait un podium, mais parce que Kitchen, il se fout par terre à chaque fois dans les premiers virages. Et tout. Enfin, tu vois, si tu regardes un petit peu dans les conditions dans lesquelles il fait son podium, il y a quand même moins de monde derrière la grille que l'année dernière. Tu vois, on n'a plus un Hampshire, par exemple, qui de toute façon n'était si, il était sur sa côte à lui, justement, Hampshire. On n'a pas Baumer, qui était là l'année dernière et qui faisait partie des prétendants au titre. Tu vois, il y a moins de monde derrière la grille et il fait le même résultat que l'année dernière, au final. Ouais, mais je trouve que l'écart justement avec Digan, déjà en vitesse pure au niveau des chronos, c'est quand même mieux. On le voit sur le haut du classement que l'année dernière, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans le haut du classement sur les chronos. Hmm. Et pareil en termes de perf sur les finales. Donc oui, après, t'enlèves des gars. Forcément, ça fait remonter un peu le truc, et puis des gars qui reviennent de blessures ou tout ça, mais ça n'empêche que bah, du coup, on le voit déjà à l'écran, qu'on le voyait pas avant, et donc après, oui, c'est pas un prétendant au titre et que c'est pas, on va pas commencer à parler d'une rivalité avec Jet Lawrence, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même du mieux et ça a progressé. Enfin, moi, j'ai jamais autant vu que cette année, tu vois, donc c'est pour ça que je parle même pas. Alors oui, je me souviens qu'en amateur, justement, il faisait un peu de bruit, etc. Mais sinon, je voyais pas plus que ça avant. Et donc, effectivement, quand je l'ai vu dans les team usines, déjà, je me posais un peu des questions, pourquoi, etc. Que là, bah, pour le coup, en plus, dans le team Husqvarna, il n'y a pas grand monde, donc il a très bien sa place. Et je trouve qu'en plus, au final, en termes de résultats, de ce qu'il fait, c'est pas mal. Après, oui, on n'en est pas gagné encore et il y a à progresser pour être un top pilote. Et donc, oui, après, je pense qu'il fait partie des pilotes qui encouragent beaucoup, là, les commentateurs, enfin, dont ils parlent beaucoup. Et ouais, je sais pas, peut-être qu'ils essaient de booster un peu son ego pour le voir un peu plus devant. Je sais pas ce qu'ils cherchent à faire, mais en tout Après, cas, j'imagine que ça doit être un mec, tu vois, nous on leur parle pas aux pilotes. On est oui. à un océan d'écart et on regarde les courses derrière notre télé. Eux, c'est vrai que les médias et tout, ils les voient dans les paddocks, ils discutent un peu avec eux et tout. Donc j'imagine que peut-être que Di Francesco, c'est un mec qui bosse dur et qui est sympa et que du coup, ils ont envie de le voir bien faire parce qu'ils connaissent le potentiel. Je dis pas le contraire, mais c'est vrai que je trouve qu'il le surhype un petit peu souvent à la télé. Hmm. Ouais. Et, bon, Anthony Bourdon, il fait 12 avec un 12-13-12. Lui, pour le coup, il est constant. Et Ou pas, il s'est pas qualifié la semaine dernière. c'est vrai. Bon. Sinon, oui, Di Francesco, il a sa place chez Husky. En même temps, c'est la seule Husky sur le terrain. Donc, Ouais, mais dans le team, c'est qui l'autre déjà, c'est Cochrane. c'est Cochrane, je pense, pour l'autre côte. Et je Ouais. pense qu'il n'y a que eux deux. Hein. Et après, c'est RJ et Malcolm en 450. Quoi. Hmm. Bon,
Il n'y a même plus de gaz-gaz, hein, de toute façon, sur la piste. Même en pilote privé, il n'y a pas de gaz-gaz, donc laisse tomber. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, parce que sur les petits triangles là, de couleurs qu'ils mettent à côté du nom pour que tu saches un peu la moto, la première course, le triangle de la Ducati était noir. Du coup, ils ne se voyaient pas très bien. Et maintenant, ils ont mis blanc à la place de gaz-gaz, puisqu'il n'y a plus de gaz-gaz. Et puis Anderson était en Kawa la première. Enfin, ouais, Mais non, ah si, c'était le bordel sur j'avais le pas truc la remarqué. première. Et il n'y avait pas que ça, il y en avait un autre aussi avec qui il y avait un problème, mais ouais. C'était pas bien au point la première. On parle souvent de Sexton Prado parce qu'ils ont échangé les teams, mais on parle pas trop au final de Sexton qui quitte la KTM parce qu'il veut pas de la KTM et Tomac qui a 50% de victoire sur la KTM pour l'instant quand même. Même en comptant le World Supercross. C'est vrai. Tu penses que Sexton parfois il regarde un petit peu là-bas, genre tu sais un peu tu sais ton ex avec son nouveau gars quoi sur Instagram, tu regardes un petit peu ce qu'elle fait. Mais non, je pense que c'est. Je pense que. Parce que Sexton, il le disait, enfin, en soi, c'est pas. Il parlait de la moto, mais lui, il cherche surtout un entourage, tu vois. Visiblement, c'est des gars qui vont l'écouter et qui vont lui dire oui à ce qu'il demande, en fait. J'ai l'impression, ce qu'il cherche, et que chez KTM, du coup, ils étaient peut-être un peu rigides sur certains trucs, tu vois. Bien que, il me semble que lui a pu rouler avec d'autres fourches que Webb avait demandé qu'il n'avait pas eu, donc il a quand même eu des petits privilèges. Mais c'était sans doute pas suffisant. Donc je pense pas qu'il disait, parce qu'en plus, on l'a vu performer sur la KT, je veux dire, que ce soit en outdoor ou en supercross, il a été très bon dessus. Donc je pense pas 40e qu'il à la victoire quand même. je pense pas qu'ils disent justement que la moto est éclatée et que c'est un déchet, un poumon qu'il en veut pas, tu vois. Mais donc je Non mais pense il pas avait qu'il des soit problèmes surpris. d'amortisseur. Ouais, voilà. Bah ouais, et à la fois, enfin ça pour le coup, c'est pas lui qui le fait, donc c'est il doit se demander justement pourquoi lui il en a pas. Après, la saison ne fait Ouais. que commencer, mais effectivement, il doit Ah, se dire pour c'est lui, ils ont réglé le problème d'amortisseur. si ça se trouve, je sais pas. Mais enfin, quoique, parce que, encore une fois, au photoshoot, Prado, il a l'amortisseur qui a cassé, hein. Donc, Oui, oui. c'était pas totalement réglé. On n'est peut-être pas à l'abri de voir un petit amortisseur qui casse. Ou après, effectivement, peut-être que les réglages Parle aussi pas de que. malheur, hein. Plessinger et Thomas qui sont plus tout jeunes, ils récupèrent plus comme avant. On a un Thomas qui roule avec la moto comme ça, donc peut-être que ça lui fait du bien à l'amortisseur, tu vois. Après, peut-être que les réglages qu'il demande, la façon dont Ouais, il c'est que ça, règle il la roulait moto, avec la même moto chez KTM. Elle était dans le même sens, sa moto. mais pas du tout. Lui aussi, c'était tout mou à l'avant, en haut de l'arrière. N'importe quoi, tu racontes n'importe quoi, franchement, on va tous les perdre là. Non, mais du coup, ouais, je pense que je pense pas qu'il prête attention à ça et que à chaque fois, en fait, c'était même au début en rentrant chez KTM, c'est ce qu'il disait qu'il cherchait justement une équipe derrière parce que je pense que Honda n'avait plus trop de temps pour lui avec les Lorenz et que voilà, il avait pas toute l'attention qu'il voulait et c'est ça en fait. Sexton, je pense, que c'est un gamin qui a besoin d'attention, le garçon. Il doit être enfant unique, Sexton. Ouais, ça se trouve. Bon, blague à part, on va s'arrêter là. Donne-moi ton podium ton podium 450 pour Glendale avant qu'on se quitte. Sexton, il est là, il revient en flèche. Sexton. Voilà, avec Cooper Webb qui revient Tu dans veux le pas, game. tu veux pas que Thomas connaisse le succès cette année. T'as envie de le mettre derrière tout le temps, hein. Si, j'aimerais bien, ce serait cool Remarque pour que lui parce que t'avais il dit qu'il arrive serait sur pas la sur le fin. podium à Houston. Ah ouais, j'avais dit. Hmm. Je me souviens même plus à chaque fois des trucs que je donne, mais je crois que j'avais mis Sexton quand même qui gagnait à la base. Je me demande si ça n'avait pas dit Hunter. Je me demande si ça n'avait pas dit Ouais, je Hunter, sais pas. Sexton, Roxanne, un truc comme ça. Bon, en tout cas, là, Sexton, il gagne. Tomac, il fait 2. Et Cooper Webb 3, allez. Ok. Putain, Cooper Webb 3 à Glendale, l'année dernière, ils arrêtaient pas de le saouler comme quoi il faisait jamais de bonnes courses. Je crois qu'il avait fait enfin 3e ou peut-être 4. Mais c'est vrai qu'avant ça, l'année dernière, il l'avait saoulé comme quoi il performait pas bien à Glendale. Mais après, l'année dernière, c'était un triple crown. Ouais, ben moi, je vais vous dire, bien sûr, Thomas qui rebondit et qui remet son ratio de victoire à plus de 50% sur la KTM. Thomas qui gagne devant. Non, tu sais quoi, la terre, elle va être dure. Sexton, il va glisser encore. Devant Roxanne et un Hunter 3. Allez, j'y crois comme ça. Bon, bah merci à tous de nous avoir suivis. Merci Clément. Merci MGT Design et MGT Design Racewear. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin ou envie de déco et de tenue. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour voir à quel point on avait tort pour le Supercross de Glendale. Allez, salut. Ça va, ciao.